Bonjour. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu devant vous, donc c'est une bonne chose. Bon, ça fait plaisir de retrouver Metz. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu retiens de tout ton passage là-bas? C'est là où tu as été formé, c'est là où tu as été professionnel, c'est là où tu as joué. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là? Bah, que de bonnes choses, hein, que de bons moments, du positif. C'est vrai que j'ai beaucoup grandi au sein de ce club, où j'y ai passé 6 ans. J'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont aidé à me construire. Donc c'est toujours un bonheur pour moi de retourner dans mon club formateur. Il y a eu quelle différence entre Bounassar qui est rentré et celui qui en est sorti? Bah, bonne question, à vous de juger, hein. C'est sûr que j'ai beaucoup appris à Metz, j'apprends aussi beaucoup depuis que je suis à Marseille. Alors là, je prends de l'âge surtout, donc c'est à ce niveau-là que ça change, au niveau de la maturité, on va dire. Quelle différence te frappe le plus entre les deux clubs? Bah, disons, je pense l'histoire, la ferveur avant tout, les supporters, le professionnalisme. Il y a beaucoup de choses qui changent. Tout, quoi. Pas tout, mais énormément, oui. Et si on t'avait dit il y a 18 mois que tu viendrais ici devant nous en tant qu'arrière droit, qui l'aurait cru? Non, forcément, non, j'y aurais jamais pensé. Donc voilà, quoi. Finalement, ça te convient? Tu t'en sors pas mal, tu vas progresser sur les gestes défensifs purs? Ouais, je me prête au jeu, je prends du plaisir à jouer à ce poste. Donc c'est un poste auquel je continue à apprendre, à me développer, à progresser. Donc aujourd'hui, je pense que le bilan est plutôt correct et j'espère pouvoir enchaîner pour pouvoir montrer davantage de choses à ce poste. C'est définitif, c'est-à-dire que tu vas rester arrière droit? Bah, si vous posez la question au coach, il vous dira que oui, et moi-même je vous dirai que oui. Donc disons que c'est mon nouveau poste. Tu as pourtant à Strasbourg, tu es entré ailier gauche, après tu es passé ailier droit, puis tu es passé arrière droit. Mm. Tu as été bon aux 3 postes, donc c'est à mon avis un atout pour toi, non? Ah, c'est une polyvalence qui est une force pour moi. C'est vrai que je peux autant apporter sur le plan offensif que défensif. Donc c'est un plus pour l'équipe. Comment tu juges la situation actuelle du FC Metz qui n'a plus que 4 points jusqu'à présent? Comment tu les situes? Bah, très difficile. C'est vrai que j'ai encore des amis à moi qui sont là-bas. Donc on est souvent amenés à parler. C'est vrai que ils sont pas dans une bonne spirale. C'est vrai que ça me fait un peu de peine pour eux, mais voilà, il va falloir qu'on ne tombe pas dans le piège demain, parce que c'est un match aussi important pour nous. On a envie de rester dans cette dynamique. Donc il va falloir être vigilant et absolument chercher à aller gagner ce match demain. Toi qui as connu ce type de match dans notre camp, et tu avais d'ailleurs brillé contre l'OM, tu sais quel est l'état d'esprit d'une équipe justement inférieure au départ et qui reçoit l'OM? Oui, exactement. Je pense que quand tu joues contre l'Olympique de Marseille, tu n'as pas besoin de te motiver. La motivation est naturelle. Donc je pense que c'est un match différent pour eux des autres. Et ils vont tout donner pour pouvoir nous accrocher. Qu'est-ce que tu veux le plus apprendre en tant que nouveau défenseur? Est-ce que c'est une mentalité du pur défenseur? Est-ce que tu demandes des conseils à quelqu'un comme Rami ou un autre? Comment tu procèdes, surtout dans la caboche? Déjà, j'observe beaucoup les joueurs qui jouent à mon poste, que ce soit dans mon équipe ou même quand je regarde des matchs européens. Après, c'est vrai que je suis pas mal conseillé par le coach, par les adjoints. Donc voilà, faut être curieux, surtout, faut être curieux, je pense. Avec le début de saison que l'OM fait, on peut observer que il y a que trois équipes à pouvoir briser le podium. C'est un vrai objectif peut-être maintenant cette deuxième place? Bien sûr, et ça l'a toujours été. Aujourd'hui, on est en bonne position pour obtenir le podium. Donc, comme j'ai dit, il va falloir rester dans cette dynamique. Il me semble que sur les 9 dernières journées, on est deuxième au classement. Donc il faut rester sur ce rythme-là.
Comment vivent vos avant-centres, surtout Mitroglou et Germain, le fait de ne pas marquer ou pas beaucoup marquer? Ça va parce que l'équipe marque tout le temps, mais eux individuellement, comment ça se passe? Ça doit être un peu difficile. Bah, c'est sûr, pour tout attaquant, c'est frustrant de ne pas réussir à marquer, de ne pas réussir à être décisif. Mais voilà, il continue à bosser, à l'entraînement, on le voit, il lâche rien. Donc forcément, on aura besoin d'eux. Après, quelque part, je pense que pour l'effectif, c'est aussi une force d'avoir des joueurs, ce groupe homogène, savoir qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de marquer, à l'image de Flo, de Morgan et de Clinton. Donc voilà, je pense que quand de nouveau ils se mettront à marquer, ça pourrait être qu'un plus pour l'effectif. Je posais des questions sur ton avenir l'été dernier. Après, comme tu as été reconverti latéral droit, tu t'en posais aussi au début, finalement tu t'es pris au jeu. Aujourd'hui, tu dois rester même jusqu'à la fin de saison à l'OM, tu ne pas le mercato de janvier Bien sûr. Écoutez, moi je prends les matchs les uns après les autres. Quand il sera temps de faire le point, de parler d'avenir, je ferai le point, mais c'est pas le moment. Il reste encore 7 matchs avant la trêve, donc moi je vais faire mon maximum pour continuer à faire en sorte d'être convaincant et montrer que ma reconversion est plus que positive. Par rapport à la question d'Emmanuel, et par rapport à ce que je t'ai posé précédemment, justement, par rapport à la forme des attaquants de l'OM, des attaquants purs, et est-ce que justement tu penses qu'il est possible de briguer une place sur le podium sans un attaquant à plus de 10 buts? On va dire par exemple Cavani 16 buts à Paris, Pacao dans les à 13, Fekir à 10. Parce que je pense que sans un attaquant à plus de 10-15 buts, on peut quand même avoir cet objectif de podium. Bah bien sûr, hein, la preuve, on est bien situé aujourd'hui. Donc ça peut être le cas aussi en fin de saison. Après, moi je suis persuadé que nos attaquants ils vont avoir beaucoup plus de réussite dans les matchs à venir ou sur la deuxième partie de saison. Il faut parfois un temps d'adaptation, un certain laps de temps pour pouvoir trouver ce petit truc qui nous amène à marquer des buts. Donc moi pour ma part j'ai 100% confiance en eux et je pense que le coach et les joueurs aussi. Là, une petite question, tu parlais de ton attachement au FC Metz. On a vu par exemple que Kylian Mbappé a eu beaucoup de mal à marquer contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, contre le Monaco, est-ce que toi, voilà, si tu as eu l'occasion, est-ce que tu auras pas le pied qui tremble étant donné la situation Ah non, du tout. Non, moi comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai un très gros attachement avec ce cœur. Après, demain, je vais devoir faire abstraction à mes sentiments pour le FC Metz, le temps de 95 minutes. Donc voilà, j'ai envie qu'on reste dans cette dynamique. On sait très bien que ça va pas être facile parce que on joue contre le dernier, donc il va falloir être vigilant et faire en sorte de rentrer avec les 3 points. Ça sera très important pour nous. On parle beaucoup de ton poste d'arrière droit depuis le début de la conférence, c'est normal. Mais quand on joue au Vélodrome, par exemple, contre des équipes comme Guingamp, contre Caen, est-ce que c'est vraiment un poste d'arrière droit? C'est limite ailier droit, non, que tu dans ce match? Oui, parce je pense qu'on a beaucoup plus d'espace. On se retrouve plus en position offensive que défensive. Mais c'est aussi ça le danger. Quand on est latéral droit, on est avant tout défenseur, avant d'être joueur à vocation offensive. Donc il faut faire attention à son remplacement et surtout au contre-attaque adverse. Parce que voilà, on peut nous être reproché de ne pas être revenu assez vite sur une occasion. Donc il faut vraiment faire attention et bien défendre avant tout. J'imagine que tu prends quand même beaucoup plus de plaisir à jouer arrière droit dans ce type de match que dans des matchs où tu sais que la possession sera pour l'adversaire, qu'il va falloir beaucoup défendre. Tu prends quand même plus de plaisir, non? Ah, c'est sûr. Hein. Je pense que tous les défenseurs aiment attaquer. Donc voilà, quand on est plus souvent en position offensive que défensive, on se paie plus dans le match. Est-ce que tu observes Hiroki Sakai et qu'est-ce que tu apprends de lui justement en le regardant? Surtout sur le domaine défensif. C'est sûr que c'est un défenseur de formation, donc à ce niveau-là, entre guillemets, je pense qu'il sera plus en avance sur moi. Donc c'est un domaine dans lequel je dois encore travailler et je m'inspire de lui comme d'autres défenseurs. Question pas directement sur le foot, la rédaction de RMC fait un petit dossier sur les méfaits de la chicha dans le foot. Il y a notamment un médecin par rapport à tout ça.
Est-ce que c'est pas un problème qui est pris peut-être un petit peu à la légère, notamment chez les jeunes dans le monde professionnel? Et est-ce que toi, personnellement, tu es conscient de la dangerosité de l'utilisation de la chicha? Le médecin nous disait qu'une bouffée de chicha, ça pouvait être l'équivalent de 4 cigarettes. Mais écoutez, c'est possible, hein. Si vous le dites, je veux bien vous croire. Après, voilà, moi, à titre personnel, c'est occasionnellement un petit plaisir, on va dire. Je ne m'en cache pas, je ne vais pas vous mentir. Comme certaines personnes peuvent avoir des péchés mignons pour les gâteaux, pour les bonbons ou autres. Donc voilà, je ne pense pas être un gros consommateur, loin de là. Et après, je ne pense pas que ça joue sur mes performances, je pense, athlétiques. Là, vous pouvez le voir, hein, j'ai aucun mal à courir, à répéter les efforts sur le terrain. Donc je pense pas que ça soit un souci pour le moment. On verra à long terme, mais pour le moment, je ne m'en plains pas. C'est pas une question qui te visait particulièrement, de manière un petit peu plus générale dans le monde professionnel. Ouais, mais c'est un peu étrange après. C'est un peu étrange, mais bon. Non, mais franchement, ça me dérange pas d'en parler. Après, moi, je suis pas docteur, je suis pas médecin, je saurais pas vous dire si c'est mauvais ou pas. D'après ce qui est dit, oui, c'est mauvais, mais comme je vous ai dit, chacun fait ce qu'il veut un peu de sa vie privée. Si une personne estime qu'il est capable de faire les deux en même temps, il le fait. S'il n'en est pas capable, il s'arrête tout de suite. Merci. Bonjour. Bonjour Rudy, tout le monde est sur le point, sauf Camara et Sertic. Sauf Camara, Sertic, oui, a priori les autres, ça devrait aller, je pense, oui. Ça allait, ouais. C'était plus problématique avant le match qu'après, apparemment. Est-ce que quand on affronte le dernier du championnat, tout autre résultat qu'une victoire, ça serait une contre-performance? Évidemment, c'est un match où il y a tout à perdre, il n'y a absolument rien à gagner, si ce n'est les 3 points. Pour une fois, cette fameuse phrase dont tous les footballeurs sont raillés, on joue pour les 3 points, elle est plus que vraie. Vous voyez que de temps en temps, elle sert quand même, parce que voilà, c'est un match piège par excellence, évidemment. On joue une équipe qui est en grande difficulté, pour autant elle sera chez elle, et nous on a bien évidemment l'ambition de continuer notre belle série et de continuer à gagner, surtout on a gagné contre Guingamp. Et on veut repartir sur une série de victoires, ça passe par une victoire à Metz, voilà, quelles que soient les conditions de jeu, on va dire. Vous savez d'autant mieux que c'est un match piège, parce que l'année dernière, ça avait mis un terme à un certain élan. Exactement, non, ça n'a pas mis un terme à un élan, mais on avait perdu. Voilà, on n'avait pas marqué, notamment en première période, alors qu'on avait eu beaucoup d'occasions. Et puis, on avait été aussi victime de décisions un peu difficiles, et à l'arrivée, on l'avait perdu à cause de nous et à cause de personne d'autre. Donc on va tout faire pour prouver qu'on est une meilleure équipe, qu'on a progressé et qu'on est capable de gagner chez la Lanterne Rouge, même si vous savez ce que je pense, et je pense que là-dessus j'ai raison. Aucun match n'est facile en Ligue 1. Dans votre esprit, la donne elle est claire, il y a une équipe en Ligue 1 qui est en tête, qui restera en tête, puis il y a ce championnat à 3 entre la deuxième, troisième et quatrième place. C'est ce que dit le classement pour l'instant. C'est ce que dit le classement. Donc on verra à la fin de saison si le classement d'aujourd'hui, à un tiers du championnat, a raison. Mais pas que le PSG soit champion, je pense que ça sera sans aucune contestation possible, évidemment. Après, on verra ce qui se passera derrière. Rudy, il n'y a pas de crise, pas de drame, puisque vous avez marqué à tous les matchs, mais est-ce que ça ne commence pas à devenir un peu embêtant que les avant-centres ne marquent pas? Est-ce que Mitroglou, pour parler de lui, commence pas un peu à gamberger? Est-ce que toi, tu dois tenir un discours spécial? Aucun discours spécial. Voilà, j'ai de très bons joueurs, mes attaquants en font partie, et ça va venir, c'est pas un souci. Moi, je ne suis pas là depuis longtemps à l'OM, mais si ma mémoire est quand même pas défaillante, Mario va peut-être me confirmer ou pas. Je ne suis pas certain que les débuts de Jean-Pierre Papin aient été idylliques la première saison. Voilà. De mémoire, on lui avait donné un surnom qui n'était pas un surnom très positif, et pourtant on sait la carrière qu'a fait Jean-Pierre. Jean-Pierre est devenu un joueur fantastique. Je ne suis pas sûr que les 2 premières saisons d'André-Pierre Gignac aient été une réussite non plus. Et pourtant, André-Pierre Gignac, voilà, c'est quelqu'un qui est adulé ici, à juste titre. C'est un formidable avant-centre. Donc,
Je ne sais pas ce qu'auront comme carrière mes deux avancantes qui sont Valère Germain et Kostas Mitroglou, mais laissez-leur du temps. Laissez-leur du temps. Et moi, je pense qu'il vaut mieux regarder les choses comme je les regarde moi, c'est-à-dire être quatrième à un point du deuxième avec un Valère Germain, un Kostas Mitroglou qui ne marque pas énormément, ou qui ne marque pas pour l'instant en championnat pour Valère. Bah, ça ne peut que s'améliorer, ça peut qu'être mieux par la suite pour l'Olympique de Marseille. Justement, par rapport à ces deux questions précédentes, quand on voit un Cavani à Paris avec 16 buts, Fekir à Lyon Falcao à 13 buts, Fekir aux alentours de 10 buts, est-ce que par rapport à ces objectifs, vous n'avez pas l'air inquiet? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas poser souci? Ou est-ce qu'en tout cas, un OM sans un grand attaquant peut viser réellement le podium en fin de saison? Non, ce qui peut poser souci, à part à des équipes qui ont des moyens sans limite, c'est de perdre leurs joueurs qui marquent beaucoup de buts. Parce que si c'est le seul qui marque beaucoup de buts, le jour où vous le perdez, vous êtes en grande difficulté. Donc parfois, c'est pas plus mal d'avoir à la fin de la saison 3 joueurs à 15 buts, plutôt qu'un seul joueur à 30 buts. Parce que parfois, il s'arrête à 15 à la moitié de la saison et il est blessé l'autre moitié de la saison. Donc voilà, il vaut mieux que le danger vienne de partout, même si effectivement, pour nos avant-centres, je souhaite qu'ils marquent le plus de buts possible et je suis certain qu'ils marqueront des buts incessamment sous peu. Sur Mitroglou et sur Germain, il y en a un qui participe peut-être pas assez au jeu et un qui participe peut-être trop. Les deux ensemble. On va faire appel à Dr Jekyll et Mr Hyde qui nous fassent un mix, là, qui nous fasse une créature des deux alors. Les aligner tous les deux ensemble au final, ça te prend pas dans la tête? Bah, c'est arrivé en cours de match, ça pourra peut-être arriver en début de match, mais bon, pour l'instant, tant qu'on fait des résultats, il n'y a pas de raison particulière de passer à 2 attaquants alors que ce n'est pas notre système privilégié, celui où pour l'instant on peut supposer qu'on gagnerait des matchs parce qu'on va perdre quelque part. De toute façon, quand on met un attaquant de plus, on perd un milieu de terrain a priori. Et on a beaucoup de milieux de terrain de qualité. La preuve, c'est qu'ils marquent des buts aussi. Comment vous gérez cette situation, cette concurrence entre les 2-3 attaquants, mais sans jamais... Il y a de la concurrence partout. Voilà. Après, ceux qui font gagner les matchs sont plus souvent sur le terrain que les autres, mais ça me paraît juste être une sage décision. Comme je le dis, moi je donne la titularisation à personne, c'est à eux de venir la chercher. Et ceux qui sont performants, généralement, débutent les matchs, sauf quand on fait 10 matchs en 31 jours, ou sauf quand on fait... je ne sais plus, 21 matchs en 70 jours, comme ça nous attend, je l'espère, de janvier à mi-mars. Justement, vous parlez de la concurrence, des joueurs qui font gagner les matchs et qui ont gagné. Oui. Pourquoi Clinton a moins de temps de jeu que d'autres? Parce... Oui, mais comme quoi c'est cyclique. Il m'a fait gagner, après il est revenu en retard de sélection, et depuis, il a moins été performant. Ouais, mais c'était hier, ça, Konyaspor. Donc voilà, on peut penser que lui aussi, un peu comme Max Lopez, il soit revenu... dans un état de forme intéressant pour l'Olympique de Marseille. Justement, par rapport à cette dynamique de concurrence à tous les postes, depuis le passage en 4-2-3-1, on voyait Dimitri Payet qui s'était imposé dans un rôle de numéro 10. Est-ce que finalement son repositionnement à gauche il est lié à ces difficultés physiques là, du moment, ou est-ce que c'est plutôt parce que son organisation, lui, a réussi à s'imposer? Ça serait plutôt le contraire. S'il est repassé à gauche, c'est qu'il est de mieux en mieux physiquement. Parce que s'il n'était pas bien, c'est compliqué de défendre avec un milieu à 4, avec un attaquant sur le côté qui ne défendrait pas. Donc c'est tout à fait le contraire pour Dimitri. S'il est repassé à gauche, c'est que, je pense que c'est un de ses meilleurs postes. Comme celui de numéro 10 ou comme celui de flanc droit offensif. Il peut jouer aux 3 postes derrière l'attaquant. Et 2, c'est parce qu'il est de mieux en mieux physiquement qu'il peut reprendre un travail défensif comme le fait Flo Thauvin en grande majorité de l'autre côté. Vous attendez quand même un petit peu plus de lui par rapport à son début de qui? Dimitri, il a passé plus de temps à l'infirmerie depuis le début de saison que sur les terrains. Donc il faut lui aussi lui laisser le temps de retrouver le rythme de la compétition. C'est ce que j'ai essayé de gérer les 3 derniers matchs. Voilà. Mais j'oubliais pas, en gérant ces 3 derniers matchs, qu'on a encore 7 matchs en 21 jours. Donc il faut des joueurs performants aussi sur le plan athlétique et le mieux possible au niveau de l'énergie, simplement. Puisqu'on parle de poste et que vous allez à Metz, oui. Est-ce que plus le temps passe, plus tu es satisfait d'avoir reconverti Bounassar arrière droit? Bounassar arrière droit et Boubacar Kamara milieu de terrain, oui. Je pense que c'est plus leur poste que celui qu'ils occupaient avant. On verra si l'avenir me donnera raison ou tort, mais
Mais Bouna, Sarr, voilà, est un excellent latéral droit. Il progresse, bien évidemment, tout n'est pas parfait. Je pense qu'il peut encore faire mieux dans sa force, c'est-à-dire amener des buts et des passes décisives. Mais la priorité pour lui, c'est de progresser ce qu'il est en train de faire sur l'aspect défensif de son rôle. Donc il le fait bien. Son positionnement, l'acte défensif par lui-même, le fait de bien défendre en 1 contre 1 notamment, et je pense qu'il progresse dans ce domaine-là. Moi j'ai besoin de latéraux offensifs, c'est pour ça que je l'ai aussi repositionné là, mais Bouna est sur le bon chemin. Voilà. Est-ce que, comme tu l'avais dit récemment après le départ de Patrice Evra, et comme tu l'as fait en fin de match à Cognac, oui. Tu peux envisager dès le coup d'envoi de mettre Sakai à gauche? Oui, ça oui, je pense, plus que Bouna par exemple, parce que lui, comme il a besoin d'apprendre le poste de latéral droit, plus je le fixerai au poste de latéral droit, mieux ce sera. Hiroki a déjà joué à gauche, et je pense que c'est quand même un latéral de métier, donc ça serait plus simple pour lui, effectivement, de pallier à l'absence de Jordan, ou au fait qu'il faille reposer Jordan à un moment ou à un autre. Oui. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme que vous avez concocté, toi et tes adjoints, avec cette série de matchs tous les 3 jours? Peu de tactique, beaucoup de récupération? Bah c'est ça, on fait et de la récup, et de la récup, et de la récup. Et puis on prépare les coups de pied arrêtés et l'aspect tactique en faisant gaffe de blesser personne, quoi. C'est surtout ça, pas les coups de pied arrêtés évidemment, mais sur l'aspect tactique. Vous mettiez en avant tout à l'heure votre position un petit peu en embuscade à un point des clubs devant vous. Est-ce que cette position, finalement, de dauphin, entre guillemets, vous convient? Ben, on n'est pas dauphin, on est 4e, mais on est dans notre objectif, on veut être dans les 4 premiers. Donc pour l'instant, on y est. On a fait le trou avec le trou, c'est un bien grand mot. On a 5 points d'avance sur le 5e, donc parce qu'avec la victoire à 3 points, tout va vite. Mais on fera les comptes, à mon avis, au moment du sprint final. Ce qu'il faut, c'est être à la lutte le plus longtemps possible. Et puis, si on a l'opportunité de passer ceux qui sont devant nous, on ne va pas se gêner, évidemment. Mais je pense qu'on est dans un endroit où il faut raison garder. Et, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et après, si on affiche des ambitions surdimensionnées, ça peut nous être reproché, même si on finit à une place plus qu'intéressante. Donc pour l'instant, voilà, on est à la lutte, on est 4e à 1 point du 2e, c'est le classement qui le dit. Faisons en sorte de continuer à être à la lutte au printemps et à l'approche du sprint final. Pour revenir sur le match, qu'est-ce que tu peux nous dire de Metz et des points forts de cette équipe? Bah, elle a quand même des bons joueurs, malgré effectivement un déficit de points assez important. Notamment devant, j'en connais un ou deux, puisque j'ai eu Nolan Roux et j'ai eu le petit Mathieu Dosevi aussi au Mans. Voilà, c'est une équipe qui a un bon meneur de jeu qui est Coad. Voilà, après, c'est une équipe qui n'est pas en confiance du tout, donc à nous de la laisser dans ses doutes, ça sera important. Encore une fois, sur ce match-là, on est prévenu, on sait que ça va être difficile et qu'il faudra surtout non seulement respecter l'adversaire, le respecter à sa juste valeur, parce que c'est une équipe de Ligue 1 qui bataille pour y rester et jouer à 100% de nos capacités. Ça, c'est le plus important. Je sais que vous allez me dire que vous vous concentrez sur votre équipe. Oui. Il n'y a pas encore un coup à jouer encore plus, sachant que Nantes va recevoir Monaco. Il y a déjà 5 points d'écart entre vous et Nantes. Non, je vais vous répondre simplement la vérité. C'est comme je vous l'ai dit avant Guingamp, avant de regarder les autres résultats, avant de regarder le résultat de Monaco contre le PSG, il a fallu battre Guingamp. Donc déjà, gagnons à Metz, et puis après, il sera toujours temps de voir ce que les autres concurrents directs ont fait. On vient de fêter les 10 mois sans pénalty de l'Olympique de Marseille. Quel est l'objectif? C'est viser les 1 an, souffler le gâteau? Joker, merci. Suivant. Question suivante. Est-ce que ça vient pas de l'idée aussi de l'OM, qui est peut-être un peu moins dans la surface? Mouillez-vous un peu, vous tous. Moi, Joker, merci. C'est vraiment un problème, cette histoire européenne? J'ai pas pris la bonne pancarte, peut-être, ça doit être ça. D'autres questions? Non? Oui, vas-y. Ah oui, question. Vous êtes actif aujourd'hui, hein? C'est fini sur vos notes, là, devant la caméra? Ou on est en bas de la feuille ou pas? C'est bien, allons-y alors. Donc, les notes que m'ont transmis à ma rédaction, RMC Sport fait un petit dossier sur le métier de la chicha. J'avais bien compris, ouais, sur ce que vous avez abordé avec Bounassar, ouais. Ils font un dossier sur les méfaits de la chicha dans le football. Ils ont interviewé un expert à ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'il dit?
Vous avez dit que c'est néfaste. Eh ben voilà, alors merci monsieur le médecin. Apparemment, selon le médecin que vous avez interrogé, c'est néfaste. Et je vous remercie de la question. Équivalent à 4 cigarettes. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est très important? Moi, je pense rien, je suis l'avis du médecin. Donc si vous avez interrogé un médecin, je pense que vous avez bien fait. Mais vous qui aimez bien... Vous qui aimez bien suivre un petit peu aimez bien quoi? vos joueurs, savoir un petit peu ce qu'ils font en dehors du terrain. Voilà, est-ce que c'est... Si c'est un sujet qui peut leur permettre d'avoir une réflexion sur, on va dire, le travail invisible qu'ils doivent avoir en dehors de la commanderie, nous, on peut les gérer sur tout le temps où on les a avec nous. C'est aussi pour ça qu'on a pris une diététicienne. C'est aussi pour ça qu'on a pris un cuisinier depuis le début de la saison. Et nous, on met les meilleures chances de notre côté pour les préparer au mieux dans tous les domaines, que ce soit médical, préparation physique, effectivement, et diététique. Après, quand ils sont chez eux, c'est des grands garçons. On les informe, on essaye de leur donner des informations avec des professionnels. Et puis vous me donnerez le nom du Toubib, on leur fera passer l'avis du Toubib que vous avez interrogé. Donc vous n'interdisez pas. Mais moi, j'ai rien à interdire. Quand vous interdisez, c'est généralement, c'est comme dans la vie, c'est des choses qui... Transgresser les interdits, c'est plutôt parfois kiffant. Donc, ce qu'il faut, c'est expliquer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'une carrière de footballeur, ça ne dure pas longtemps. Donc, je pense qu'il faut en profiter au maximum. C'est un ancien vieux footeux qui vous parle. Allez, merci, messieurs. Ah bon? Ouais, puisque vous avez utilisé votre joker tout à l'heure sur la question. Ouais. Faites gaffe, je peux anticiper sur la prochaine conf. Hein. Ils sont là, les cartons. Le joker, est-ce que, vu le classement, justement, avec un OM qui a déjà fait un peu le trou derrière, il serait pas temps de revoir un peu l'objectif à la hausse? On a déjà parlé de ça, hein. Il me semble qu'il y a quelques minutes, j'ai répondu à ça. Donc, Hello va vous faire passer la bande. Allez, merci. Bonne soirée.